obligé de travailler avec des variables aléatoires, mais pour grand X, mais des données qui sont observées, qui seraient déterministes. Auquel cas, conditionner par rapport à X, et c'est ce qu'on fait depuis le début, n'a pas d'intérêt. Mais on peut aussi dire qu'on conditionne par rapport à X, par exemple, si jamais vos grands X, vous considériez que c'était des variables aléatoires, auquel cas, en ayant conditionné, vous les transformez d'une certaine manière en des données, en des réels que vous avez observés. Et donc, ça revient au même que d'avoir dit à l'avance, mes grands X sont des valeurs réelles, observées, connues, qui n'ont rien d'aléatoire. Donc, je l'ai écrit ici à nouveau à dessin pour vous montrer qu'on pouvait aussi écrire ça. Bon, l'avantage d'écrire avec un conditionnement à X, c'est de dire qu'on va essayer de faire un modèle où les probabilités vont dépendre de grand X. Bon, en tout cas, maintenant, on a grand J-1. Pour chaque individu, on va avoir grand J-1 probabilité à estimer. Alors, comment peut-on faire cela? Eh bien, je l'ai dit, il y en a une des probas qui ne sert à rien. Alors, on va, de manière arbitraire, par exemple, choisir que c'est la grand JM. En tout cas, pas qu'elle ne sert à rien, mais en tout cas, elle se déduit des autres. Donc, choisissons celle-là, cette modalité grand J, comme, en gros, modalité de référence. Eh bien, ce qu'on va faire pour estimer ces différentes probas, c'est faire grand J-1 relation logistique par rapport à cette probabilité, à cette modalité grand J. Donc, comment ça va se déduire? Ça veut dire qu'au lieu de travailler avec un seul vecteur de paramètres θ qu'on va estimer, on va en estimer grand J-1 paramètre θ. Donc, en fait, à chaque modalité, en dehors de la grand JM, vous allez avoir un vecteur de paramètres. Et comment obtient-on ce vecteur de paramètres? Eh bien, ici, je vais tout faire à partir de la fonction de transformation logique parce que les choses sont beaucoup plus simples que de faire les choses à partir de probit ou de log-log. Log-log encore serait jouable, mais surtout pas probit, ça serait un peu affreux à écrire. Alors, vous allez, si vous prenez la transformation logique, reprenons le cas où vous avez deux modalités seulement. Vous cherchez nous, on cherchait le pays, juste, il n'y avait plus de J. Eh bien, quand vous regardez, que vous prenez comme référence, alors ce serait par exemple de prendre la référence, la modalité égale 0 si on fait appel à la logistique. Modalité égale 0, et en fait, c'était 1 moins P. Donc, en fait, cette écriture-là, si vous avez grand J égale 2, elle revient à écrire log de P sur 1 moins P, log de PI sur 1 moins PI, égale, finalement, θ0 plus θ1 de x1i plus, etc., θp de xpi. Donc, on retombe exactement sur une seule régression logistique. Bien, ici, on fait la même chose, mais on le fait J-1 fois. Et donc, on fait tout ça par rapport à cette probabilité de référence. Bon, donc, on va poser ainsi les équations, parce que finalement, on a bien cette condition où la somme des PIJ vaut 1, donc on aura comme ça toutes les probas. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, à chaque modalité qui est différente de J, on a un vecteur de paramètres θJ. Donc, si vous avez 3 modalités, eh bien, vous avez 2 vecteurs qui sont associés pour la modalité 1 et 2, par exemple. Vous allez avoir un vecteur de paramètres θ1 et un vecteur de paramètres θ2. Alors, pour θ3, on n'en a pas besoin puisque c'est lié à la modalité de référence. Bon, finalement, repartant de ces logs, il est facile de voir, et de la condition que les sommes des PIJ valent 1, on peut réécrire les choses en termes de PIJ en fonction des θJ. Donc, comment ça va s'écrire? Eh bien, vous allez avoir... normalement, quand on avait que 2 modalités, c'était un exponentiel de xθ sur 1 plus exponentiel de xθ.
Eh bien, ici, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir en dénominateur un seul exponentiel, vous en avez une somme, et cette somme, elle est jusqu'à j-1. Donc, typiquement, si vous avez 3 modalités, vous avez 2 exponentiels au dénominateur qui interviennent. Alors, à chaque fois, c'est pris pour l'individu ici. Donc, c'est une extension de l'écriture qu'on avait pour la régression logistique, une seule régression logistique. Là, on en fait 2 en même temps. Alors, une fois qu'on a cette écriture-là, on voit bien que PIJ dépend de θJ, certes, mais aussi des autres θ. Donc, maintenant, on aurait si jamais on réécrit les choses de manière paramétrique, on aurait un grand θ, disons, qui serait égal, eh bien, au vecteur θ1, θ2, jusqu'à θj-1. Donc, vous n'avez pas simplement un vecteur de taille p plus 1 à estimer, mais vous avez j-1 fois p plus 1, valeur à estimer, paramètre à estimer. Vous avez augmenté là, quand même la complexité de votre modèle. Donc, pour chaque PIJ, finalement, ça dépend, chaque PIJ dépend de ce grand θ qui comprend tous les θj. Et une fois que vous avez estimé ces différents θj, finalement, vous pouvez estimer chacun des PIJ. Vous avez des PIJ chapeaux, sauf pour petit j égale grand J, où là, vous allez juste le faire à partir de la relation que la somme des PIJ vaut 1. Vous l'avez directement aussi. OK. Donc, maintenant, que faire une fois qu'on a ces différents PIJ estimés grâce, on va supposer qu'on a su estimer les θ. Eh bien, pour choisir la modalité que vous allez affecter, vous allez choisir celle qui a la plus grande probabilité d'advenir. Si c'est pour l'individu I, si la plus grande des probas que vous avez estimées, c'est pour la modalité 2, eh bien, vous allez dire que votre prédiction pour la variable YI, ce sera la modalité 2. Donc, la règle qu'on va utiliser, ça va être celle de dire que le YI chapeau, c'est mis sous la forme d'un arcmax, c'est la modalité J entre 1 et grand J, parce qu'il faut prendre aussi grand J là-dedans, on sait la calculer, qui maximise l'estimation de la probabilité. Donc, c'est assez naturel. Donc, la difficulté, finalement, ça va être maintenant d'estimer PIJ. Et en fait, pour estimer PIJ, c'est estimer chacun des θ chapeaux, J. Donc, voilà ce qui va nous importer maintenant, estimer ces θ chapeaux J. Alors, comment faire ça? Comment estimer ces différents vecteurs? Eh bien, à nouveau, on va travailler par maximum de vraisemblance. Alors, pourquoi? Parce que par derrière, on va supposer que les différents YI sont indépendantes les unes les autres. Donc, vous avez un échantillon de variables qui sont indépendantes. Donc, ça, c'est la même hypothèse que ce qu'on avait fait en régression logistique. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, la différence, c'est que avant, on était capable, on avait fait un peu la même chose. On peut réécrire la proba, finalement. Avant, c'était un P puissance indicatrice, ou en fait, c'était plutôt que l'indicatrice, c'était P puissance YI. On pouvait directement écrire ça. Facteur de 1 moins P puissance 1 moins YI. Ici, on généralise la formule, et donc, qui marche aussi d'ailleurs si on n'avait que 2 modalités. On prendrait P, l'indicatrice que YI égale 1, fois 1 moins P,
l'indicatrice que YI égale 0, c'est-à-dire 1 moins YI. Donc en fait, ici, on étend, puisque finalement, la probabilité d'avoir YI égale J, bah, c'est PIJ. Et donc, en fait, ici, c'est exactement ce qu'on a pour écrire cette proba générale. Donc, vous allez faire le produit de ces probas puisque vous travaillez avec des variables indépendantes. Donc, la probabilité du NUplé, c'est le produit des probas de chacune des variables. Et maintenant, de quoi dépend cette vraisemblance? Eh bien, elle dépend des grands J-1 paramètres θ, qui sont eux-mêmes de taille P plus 1. Donc, ça commence à être un peu complexe. Si vous avez beaucoup de variables qui sont explicatives, le fait d'avoir plusieurs modalités, ça augmente la complexité de votre modèle. Parce que vous augmentez, plus il y a de modalités. À chaque modalité supplémentaire, à chaque fois, il y a P plus 1 nouveaux paramètres à estimer. Mais malgré tout, vous avez ici une expression que vous pouvez maximiser. Alors, comment vous la maximisez? Ici, vous allez la maximiser en fonction de ces paramètres. Il ne faut pas oublier que les PIJ, tels qu'ils sont écrits ici, en fait, ils ont une expression. Elle est là-haut, une expression en fonction du grand X qui est connu et des θJ qu'on va essayer d'estimer. Donc, c'est un peu caché dans la formule, mais finalement, c'est bien une fonction de ces θ. Et donc, vous pouvez essayer de maximiser en cherchant les θ qui maximisent cette valeur. Alors, comme pour la régression logistique, vous n'avez pas de solution explicite, directe, qui va en sortir. C'était déjà difficile en régression logistique, parce que vous avez dit, à la limite, on sait faire lorsqu'il n'y a pas de variable explicative du tout, donc finalement, lorsque chacune des probas, c'est une constante, ça on saurait faire. Mais si on travaille avec plusieurs modalités, c'est encore plus complexe. Et à nouveau, d'ailleurs, si jamais il n'y avait qu'une seule, il n'y avait pas de variable explicative du tout, à la limite, on y arriverait. Et c'est ce qui correspond à un modèle multinomial. Sauf que nous, dès qu'on rajoute une variable explicative, c'est multinomial, mais avec des probabilités qui dépendent de chaque individu. Donc, non, il n'y a pas de solution explicite. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, de la même manière, on va utiliser les mêmes méthodes, des méthodes d'approximation du maximum, parce qu'on pourra aussi donner la différentielle, le gradient de cette vraisemblance en fonction des différents paramètres. Alors, il y en a beaucoup, mais finalement, on sait faire. Et on va vouloir trouver une solution qui rend la différentielle nulle. Et ça, on peut utiliser Newton-Raphson. Donc, on avait donné la formulation la fois passée. Là, je ne la réécris pas, elle est plus lourde encore à écrire, mais c'est le même principe. Alors, je voudrais juste vous dire que Newton-Raphson n'est pas forcément toujours la meilleure méthode pour faire ça. Vous avez aussi un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme du gradient, qui permet directement de trouver un minimum. Bon, alors si vous savez trouver un minimum, vous savez trouver un maximum aussi, puisqu'il suffit de prendre moins la valeur et vous tombez, disons, le maximum d'une fonction, c'est moins le minimum de moins la fonction. Donc, ça permet de voir un lien entre les deux. Donc, l'algorithme du gradient peut être une alternative à Newton-Raphson qui s'appliquera bien en multidimensionnel peut-être plus facilement que Newton-Raphson. Bon, ça, c'est des techniques que vous allez peut-être voir d'ailleurs à nouveau en M2 parce qu'elles sont beaucoup utilisées, notamment pour tout ce qui s'appelle des algorithmes stochastiques. Si vous allez vers du data science, faire du deep learning, des techniques un peu comme ça, et ça nécessite de savoir ce que c'est qu'un algorithme du gradient. Mais dans ce cours, je vais
je vais passer outre un petit peu ces questions-là. En gros, on sait maximiser cette vraisemblance ou minimiser moins la vraisemblance, ou moins de log de la vraisemblance, par exemple. OK, donc maintenant, on sait estimer les paramètres. Et en fait, tout comme on avait donné un théorème de la limite centrale pour le vecteur de paramètres d'une régression logistique, on peut également donner un théorème de la limite centrale pour, cette fois-ci, on n'a plus simplement un vecteur de taille P plus 1, mais pour les J-1 vecteurs de taille P plus 1 paramètres. Là. Donc, on aura aussi un théorème de la limite centrale avec le même type de normalisation qui est liée en fait à la dérivée seconde de la vraisemblance. Exactement, enfin on prend la matrice hessienne à la puissance 1,5 et vous avez exactement le même genre de résultats. Ce qui vous permet d'en déduire premièrement des tests, naturellement un test de Wahl, puisque qui dit théorème de la limite centrale dit test de Wahl tout de suite, ou un test du rapport de vraisemblance, parce que alors là, ça n'est pas lié à cette écriture sous forme de théorème de la limite centrale, c'est lié au fait que vous sachiez trouver des estimateurs de maximum de vraisemblance dans ce modèle-là. Donc, vous pouvez utiliser un estimateur par maximum sous l'hypothèse H0, un estimateur par maximum de vraisemblance sous l'hypothèse H1, qui est d'ailleurs celui qu'on vient de proposer. Vous pouvez ainsi faire le rapport de vraisemblance et en prenant moins de log et en travaillant asymptotiquement, vous avez encore une limite qui va être 1 qui 2. Donc, je n'écris pas les choses parce que c'est un peu long, lourd et technique, mais ça procède de des mêmes idées que ce qu'on avait fait en régression logistique. Enfin, dernière chose, on peut aussi retrouver le modèle. Alors, chez nous, retrouver le modèle, c'est trouver des variables qui étaient potentiellement explicatives et savoir si on les garde ou pas dans un modèle de type optimal, et typiquement utiliser un critère BIC. Tout ici peut être à nouveau fait avec la régression polytomique. Vous pouvez choisir parmi vos variables explicatives celles qui seraient, disons, à retenir dans un modèle optimal, qui serait d'ailleurs ce modèle optimal étant celui qui minimisera le critère BIC, moins de log de la vraisemblance maximisée, plus log de n fois le nombre de paramètres estimés. Voilà. Alors, il faut savoir qu'ici, comme vous avez plusieurs modalités, chaque fois que vous enlevez une variable, vous allez augmenter, vous avez enlevé P paramètres, puisque à chaque fois, pour chaque modalité, vous avez un coefficient. Alors, si cette variable, d'ailleurs, est qualitative et quantitative, vous allez avoir P coefficients possibles devant. Voilà. Bon, donc on peut tout faire et vous verrez que dans le TP sur la régression logistique et la régression polytomique, toutes ces questions techniques, finalement, on les retrouve cachées derrière les tableaux qui vous donnent les p-values, les coefficients estimés, etc. et les valeurs des différents tests et leurs résultats. Tout est clairement, tout est sous forme de boîte noire, un petit peu. Et vous avez parfois, il peut arriver des problèmes de convergence des estimateurs, donc ça pourrait être signalé. Et il faudra comprendre que c'est parce que vous n'avez pas des valeurs théoriques qui sortent comme ça, que ce sont des valeurs approchées par des algorithmes, et que il faut peut-être parfois tâtonner en changeant les points de départ de vos paramètres, en ayant quelques idées des valeurs que peuvent prendre les variables pour pouvoir améliorer votre convergence. C'est là où d'avoir un peu compris le cours sert aussi, et comprendre que ce qu'on faisait avec des tests de student, ce sera devenu des tests de Wahl ou des tests de rapport de vraisemblance. Dans le tableau, c'est plutôt des tests de Wahl qui sont donnés.
Et voilà. Donc ça, on le verra dans le TP qu'on commencera demain sur la régression logistique et la régression polytomique. Voilà, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va à peu près? Bon. Donc si ça va à peu près, on va s'arrêter là.